Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena et c'est bien l'heure de votre émission Pluriel. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui dans Pluriel, c'est bien sûr les villes face au changement climatique. Comment les zones urbaines peuvent-elles s'adapter? En studio pour en parler, nous avons deux invités. Monsieur Pierre Tété Nomo en studio. Bonjour. Bonjour Latif. Vous allez bien? Je vais super bien. Vous êtes promoteur du projet ambassadrice de l'environnement Vision Planète Vert. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Également en studio, Madame Blinani Chamblitienne Edwige. J'espère que c'est bien prononcé. Hein? Bonjour. Pas du tout, mais bonjour, je vais bien. Oui. J'espère que vous allez bien aussi. Le nom correct, c'est quoi? Chamblitienne. Chamblitienne. Oui. Voilà, on ne fausse pas le nom. Si, mais si. Hein? Mais si. Donc j'ai faussé le nom. Oui. Donc je vais dire tout simplement Blinani Edwige. C'est mieux comme ça. Beaucoup mieux. D'accord. Vous êtes architecte de AE, c'est là. C'est bien prononcé là au moins. IAE. D'accord. Et masterante en développement durable au niveau de l'IFORD. Oui, voilà. Avec vous, on va en savoir plus sur ce qu'est le changement climatique. D'abord, je voudrais savoir de façon générale, quand on parle de climat, c'est quoi le climat? C'est quoi le climat, monsieur Pierre? Merci pour l'invitation. C'est un honneur de me retrouver sur un plateau avec, je dirais, une de mes lauréates de la deuxième édition. Ça fait quand même plaisir de la retrouver, de débattre sur les thèmes sur lesquels elles ont milité. Du projet ambassadrice, effectivement, elle a été la première promotrice, en quelque sorte la première dauphine de ce programme, où elles ont vraiment laissé leur impact. Grâce à elle, ce projet vit du jour aujourd'hui et je suis vraiment reconnaissant et c'est un plaisir de partager ce plateau avec elle. Et elle nous dira en plus. J'espère que c'était un plaisir partagé. Mais bien sûr, évidemment. Voilà. C'était une surprise quand même. Ah, d'accord. C'était une surprise. Donc, elle a eu bien lieu la surprise. Hein, effectivement. De Radio Djena. Merci. Alors, pour parler du climat, depuis la définition basique, ce qu'on nous apprenait, c'est la variation des temps. Donc, d'une manière ramassée, c'est ce que je puisse dire, mais à aller plus en profondeur, plus tout ce qui est scientifique, on parlera du climat, de l'atmosphère, de tout ce qui nous entoure, et ainsi de suite. Bon, je pense qu'avec le temps, comme le thème l'a dit, l'impact des changements climatiques sur nos villes, parce que nos villes, qui habitent nos villes, c'est les êtres humains, on aura le temps de rentrer plus en détail. Dans les détails. Oui. Alors le climat, et souvent on parle de changement climatique. Alors, quand vous dites que le climat, c'est le temps, c'est la variation, et quand on parle de changement climatique, on entend quoi par changement climatique? Ok. Déjà, il faut dire que comme Monsieur Pierre a dit, quand on parle de climat, c'est en fait l'état de l'atmosphère. L'atmosphère, dans l'atmosphère, nous avons plusieurs éléments qui constituent les caractéristiques de l'atmosphère. Donc, lorsqu'on parle du climat, c'est l'état de l'atmosphère ou bien de ses caractéristiques à un moment donné ou à une période donnée. Maintenant, lorsqu'on parle de changement climatique, ça veut dire qu'en fait, il y a des modifications de ces caractéristiques-là de l'atmosphère qui sont dues soit à l'activité humaine, soit à des variations. Mais en général, c'est beaucoup plus dû à l'activité humaine. Donc, ça vient créer des dommages. Et à cela, ça s'ajoute les variations naturelles du climat. Parce qu'il faut le dire, le changement climatique, ce n'est pas seulement les conséquences des éléments extérieurs anthropiques, mais c'est aussi l'action c'est cela, ajouté aux variations naturelles du climat. Depuis la nuit des temps, le climat, il varie. On le sait. C'est pour ça qu'on a des saisons sèches, on a des saisons pluvieuses. Mais c'est quand, en fait, l'action anthropique vient s'ajouter. Ça, ce sont des variations normales. Voilà, naturelles du climat. Maintenant, il y a des variations qui sont anthropiques, d'ordre anthropique, qui sont créées et causées par l'action de l'activité humaine. Donc, lorsque ces modifications-là viennent, maintenant, on parle de changement climatique. En réalité. Et donc, quand on parle de changement climatique, on entend juste, on prend cela au négatif. C'est ce qui, en réalité, n'est pas bien pour la nature. Quand on parle de changement climatique, oui, est-ce qu'il y a des changements positifs du climat? Oui, d'une manière ramassée, elle a défini, c'est la variation
du climat, c'est-à-dire de façon naturelle, et de façon causée par l'impact des activités humaines. Alors, maintenant, ma question de savoir, est-ce qu'il y a des changements positifs du climat? Changement positif du climat. Oui, du climat. À la base, le climat changeait et variait naturellement. Et c'était positif, c'était bien pour nous. Mais à partir du moment où l'activité humaine s'est ajoutée à ces changements, variations naturelles, on peut dire qu'en fait que le changement climatique est devenu à partir de ce moment-là négatif. Et néfaste pour notre environnement et pour nous-mêmes en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, parler de changement climatique positif, non. Si on en parle, c'est beaucoup plus parce que c'est mauvais pour nous. C'est voilà pourquoi au moment où c'est défini changement climatique d'une manière englobée, c'est quand ça a commencé par dépasser les seuils des températures définies par le GIEC, le groupe intergouvernemental pour les changements climatiques, qui est 1,5 degré. Vous voyez? Donc c'est tous ces calculs englobés là que nous appelons souvent les seuils de température normale pour le climat, qui est 1,5. Donc, la bataille que nous menons au niveau mondial maintenant, c'est pour que cette température ne puisse pas dépasser cette seuil-là. Puisque les températures varient, ne sont pas les mêmes partout au niveau du globe. On a, vous savez qu'on ne va pas rentrer quand même dans les cours de la géographie, comment la Terre tourne, et les températures varient en fonction des localités ou en fonction de la géographie. Quand vous êtes au niveau des pôles, quand vous êtes différent. L'Afrique, on parle de la Méditerranée, on parle de du pôle nord, du pôle sud, on parle du subsaharien, ainsi de suite. Les températures varient. Oui. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il dit, justement, je parlais de caractéristiques de l'atmosphère. Donc, il a parlé de température, mais il faut considérer que ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi la pression atmosphérique, il y a aussi les précipitations, il y a aussi, comment on appelle ça, j'oublie un peu, mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, c'est toutes ces variations-là qui dépassent certains seuils, comme il l'a dit, qui fait qu'en fait, on a maintenant un problème au niveau du climat aujourd'hui. En fait. D'accord. Et puisque notre thème est spécifique, comment les zones urbaines peuvent-elles s'adapter? Alors, dites-moi en quoi le changement climatique impacte-t-il déjà nos villes aujourd'hui? Mais les changements climatiques impactent négativement nos villes. Nos villes, surtout en Afrique subsaharienne, nous subissons les conséquences néfastes des changements climatiques. Puisque, en fait, on parle généralement de la hausse des températures. Les hausses des températures ne sont qu'une conséquence engendrée par les changements climatiques. Il y a plusieurs conséquences des changements climatiques. Et les changements climatiques aussi ne sont qu'une conséquence indirecte de la pollution. Vous voyez, elle l'a dit au début, au fil du temps, quand le monde a commencé par être révolutionné, avec les activités humaines sur la nature, cette température commençait par augmenter. Ce qui a engendré une élévation excessive de la température au niveau du climat. Parce que la couche d'ozone s'échauffe, il y a plus de gaz à effet de serre qui sont dégagés, ces gaz qui sont principalement le carbone et le méthane, qui sont dangereux pour la couche d'ozone. Vous voyez. Donc, ça veut dire que nos villes aujourd'hui, parce que qui habite ces villes-là, ce sont les êtres humains qui exercent des activités industrielles qui polluent énormément cette atmosphère-là, et indirectement, ça veut dire que ça agit dans l'amélioration des cadres de vie. Notre cadre de vie est pollué. Et quand le cadre de vie est pollué, ça veut dire que c'est la vie qui est polluée. Donc, les changements climatiques sont à nos portes aujourd'hui. Aucune ville aujourd'hui n'est épargnée. Aucune ville aujourd'hui n'est épargnée des effets néfastes des changements climatiques. C'est ce que je puisse dire d'abord. Oui. Comme il le dit, en fait, le climat ou les changements climatiques n'ont pas de frontières en réalité. Si on pollue ici, les conséquences vont se faire ressentir aussi aux États-Unis. Même s'il faut dire que sont les plus grands pollueurs en réalité. Bon, c'est une parenthèse que ça déteint sur le Togo, même à distance. Effectivement. Mais si on parle d'impact, on peut déjà dire, ces temps-ci, il fait très chaud. Il fait excessivement chaud. Bon, on sait qu'on est aux portes de Mars. Oui, Mars, c'est le mois le plus chaud de l'année. Mais quand même, il fait très chaud. Pourquoi? Les températures. Il a parlé de la hausse des températures. Il pleut. En zone rurale, peut-être, il ferait moins chaud, c'est ça? C'est possible, qui sait? Moi, je ne sais pas trop. Mais en fait, ça dépend de ce qu'il y a comme végétation, par exemple. La végétation permet
on le sait tous, de baisser la température, mais ici, on est en zone humaine, on est beaucoup plus avec les infrastructures, la végétation, la nature, on ne l'intègre pas. Donc, forcément, on subit. Autre chose aussi, peut-être, on peut dire aussi les précipitations. Aujourd'hui, on a de nombreuses inondations. Je crois qu'il y a Bay et les autres quartiers là qui sont souvent inondés lorsqu'il pleut, il y a de fortes pluies. Ouais. Pourquoi? Justement, parce qu'il y a des effets, sont les effets ou les conséquences des changements climatiques aujourd'hui. Et ça, c'est nous qui subissons. Si je veux parler d'autre chose aussi, c'est la ressource en eau. Aujourd'hui, il y a des zones où on n'a plus vraiment de l'eau. L'eau se fait rare. Soit elle est là, mais elle n'est pas propre parce qu'on l'a polluée en amont. Soit il n'y en a pas du tout. Et ça, c'est nous qui subissons. Donc, c'est comme ça que les changements climatiques impactent quand même notre vie un peu partout dans le monde. Donc, afin de se résumer, comme je l'ai dit, ces conséquences néfastes là, c'est l'ensemble des activités humaines. Donc, elle en conclut que les inondations sont en cours aujourd'hui dans nos villes. Il y a l'avancée du désert. Comme vous l'avez dit, peut-être en milieu rural, il fait plus frais maintenant, mais c'est absolument faux. C'est faux, très faux même. Il y a l'avancée, c'est-à-dire le désert qui avance à grande vitesse. Vous avez évoqué l'activité industrielle en zone urbaine. Oui. Alors, dans les zones rurales, est-ce qu'on a des activités industrielles dans les zones rurales? On n'a pas les activités industrielles, mais on a des activités agricoles. Qui utilisent aujourd'hui des pesticides. Des pesticides qui sont très dangereux pour la nature. Elle l'a dit aussi, on évolue d'une manière incontrôlable aussi, il faut le dire. Et il y a aussi la rareté des pluies. La rareté des pluies, c'est-à-dire quelqu'un qui commet un acte ici, quand vous polluez ici tout de suite, ça peut avoir des conséquences à Dapan. Vous voyez? Pourquoi l'exemple va à Dapan? Ah oui, je vais donner un exemple. C'est une petite balle dans un jardin. Hein, voilà, effectivement, voilà. C'est un exemple que je donne. Je n'ai rien contre les gens de Dapan. L'exemple de Sokode. Donc Mango. Voilà, Mango c'est mieux. Voilà. Donc c'est ça. C'est en quelque sorte ce que je pouvais ajouter d'une manière pour que les gens puissent comprendre. En fait, les effets direct des actions que nous menons et là où ça peut nous amener ou bien ce que cela peut engendrer comme conséquence pour la nature. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr Radio Djena. Nous évoquons la thématique liée justement au changement climatique. Comment les zones urbaines peuvent-elles s'adapter? Avec en studio Monsieur Pierre Tété Nomo, promoteur du projet ambassadrice de l'environnement Vision Planète Vert. Également en studio, Madame Blinani Edwige. Elle est architecte et mastérante en développement durable. Alors, les villes sont menacées. Quels sont les principaux défis auxquels ces villes-là doivent faire face pour justement se mettre à l'abri de tout ce que vous avez cité? Il y a ce qu'on appelle les canicules, il y a ce qu'on appelle les inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire, Edwige? Vous parlez de défis ou bien d'approche de solution? D'approche de solution, n'est-ce pas? Les solutions, justement. Justement, ok. Si on doit parler d'approche de solution, je peux déjà citer l'intégration de la nature dans la ville. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit d'accord, quand on sort sur 1 km, 2 km, je ne sais pas, il n'y a pas un seul arbre. Bon, on peut en avoir 2 ou 3, mais en vrai, qu'est-ce que ça fait? On construit et on détruit tous les arbres. Lorsque quelqu'un vient construire sur son site, il va tout raser, construire. Parce qu'il a besoin d'espace. On comprend. Ça se comprend, mais au final, qu'est-ce que ça apporte? Tu as ta maison, mais à l'intérieur, tu as hyper chaud tout le temps. Tu ne peux même pas respirer correctement parce que la chaleur et le fait d'être enfermé, ça peut étouffer. Et c'est plein de choses comme ça. Donc, il est important qu'on puisse intégrer réellement la nature dans tout ce qu'on conçoit. Donc, moi, je suis architecte, comme je l'ai dit. Peut-être que ce que nous, on peut faire en tant qu'architecte, c'est lorsque nous construisons... Quelle est la corrélation entre l'architecture et le développement urbain et peut-être la protection de l'environnement, par exemple? Bon, déjà, il faut dire que l'architecture, c'est un domaine qui touche vraiment à tout. Et lorsqu'on parle d'architecture, on parle de construction, on parle de conception, c'est pour le bien-être de l'être humain. Et l'être humain ne peut être bien dans son corps que s'il est bien dans son environnement. Et son environnement, c'est sa maison. Et pour qu'il soit bien dans sa maison, dans son environnement, il faut que certaines conditions soient réunies. Peut-être, il faudrait que la maison soit bien aérée. Il faudrait que, je ne sais pas, qu'il y ait de l'éclairage naturel, ce genre de choses. Ou bien qu'il y ait
de l'isolation, tout ça. Donc, nous, notre travail, c'est de le mettre bien. Et quand je dis le mettre bien, ça passe par l'intégration de la nature dans nos conceptions. Ça permet d'avoir une ventilation naturelle qui permet d'éviter d'utiliser l'énergie, justement, qui contribue aussi au changement climatique et tout ça. L'autre chose aussi, c'est intégrer des matériaux durables. La brique de terre, par exemple, c'est un matériau qui est très, 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 très isolant. Quand tu utilises la brique de terre, tu vas voir que... Je ne sais pas si vous avez l'habitude de rentrer dans les anciennes maisons en terre. Vous savez que quand vous... Peu importe comment il fait chaud... Tata Somba. Peu importe comment il fait chaud... C'est ça, non, on appelle? Oui, il y a ça. Il y a aussi les cases simples, rondes, des carrés et tout. Donc, peu importe comment il fait chaud à l'extérieur, quand tu rentres à l'intérieur, tu es à l'aise. Tu n'as pas besoin de climatiseur, tu n'as pas besoin de chauffage. Quand il fait froid à l'extérieur aussi, la température à l'intérieur est normale. Tu n'as pas besoin de chauffage. Or, le chauffage, la climatisation, c'est tout ça qui utilise des énergies fossiles. Et ça, ce n'est pas bien pour nous et pour notre environnement. Donc, nous, on intègre des trucs comme ça dans la maison pour pouvoir permettre à ce que la maison ne consomme pas en énergie et donc protège l'environnement. L'autre chose aussi, c'est la manière de faire les évacuations, la gestion des eaux dans la maison, qu'on soit d'accord. Lorsque on a les ordures ménagères, tout ça, on fait tout, on finit de cuisiner tout. Ce qui se passe, c'est que généralement, puisqu'ils n'ont pas de moyens de gérer ça, ils vont déverser dans les caniveaux, ce qui est dangereux pour notre environnement. Nous, notre travail aussi, c'est de pouvoir concevoir, en même temps qu'on conçoit leur maison, des systèmes de gestion des eaux usées à l'intérieur, ce qui leur permet de pouvoir gérer leurs eaux usées. Concevoir aussi, leur proposer une manière de trier leurs déchets aussi, pour faire du tri sélectif, pour pouvoir éviter que les déchets là se retrouvent dans la nature pour polluer plus tard. Donc en gros, on fait un travail comme ça parce qu'aujourd'hui, le développement durable, ça c'est une affaire de tous. Donc tout le monde est concerné par l'environnement et tout le monde a sa pierre à jouer. Donc c'est un peu quelques petits trucs qu'on peut faire en tant qu'architecte. En tant qu'architecte, par apparemment, rapport tu viens de faire la pub des architectes. Ah oui, c'est important. Oui, contactez les architectes pour vos projets, s'il vous plaît. C'est une publicité quand même positive. Hein. Bon, il n'y a jamais de publicité même négative. Hein. Voilà, parce que tout ce qu'elle a dit, c'est au bénéfice quand même de nos auditeurs, surtout par rapport justement à l'environnement. On évoquait justement ce que les villes doivent faire, ce que l'homme doit faire pour que justement nos villes, nos zones urbaines soient justement à l'abri de tout ce qui a été dit par rapport au changement climatique. Moi, je dirais tout simplement d'une façon ramassée que les défis sont énormes. Elle a dit qu'il faut intégrer premièrement la nature dans tous les programmes et projets de développement. Vous voyez. Deuxième point, il faut rééduquer maintenant la population. Il faut rééduquer la population. Elle a dit, si vous intégrez maintenant un architecte dans votre projet de construction, ça veut dire que vous intégrez indirectement la nature. Cet architecte-là prendra en compte la nature ou l'environnement dans ce projet-là. Il faut aussi des politiques approfondies, des projets, programmes de développement. Vous voyez? Parce qu'aucune ville ne se développe... Projet, programme. Oui, projet, programme. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que ce soit les projets, des grands projets d'infrastructure, que ce soit aussi des gros projets socio-économiques. Vous voyez? Parce qu'une population qui est à la quête de ses survies ne s'en soucie pas trop de son environnement ou de sa nature. On ramasse tout, on fait tout ce qu'on veut pour pouvoir évoluer. Vous voyez? Et là, la nature n'est plus prise en compte dans nos programmes ou projets de développement. Vous voyez? Et aussi, je peux dire que nos villes, aujourd'hui, pour faire face d'une manière résiliente au changement climatique et s'adapter, après avoir éduqué la population maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maîtriser la démographie. Parce que plus on devient nombreux... La population, oui, plus on devient nombreux, plus on a besoin d'espace. Plus on a besoin d'espace, plus on a besoin de ressources. Et plus on a besoin de ressources, plus on dégrade. Donc c'est toute une chaîne. Est-ce autrement dit, vous voulez peut-être amener ou vous demander à ce que, si possible, que les naissances soient peut-être revues à la baisse. Est-ce que ça fait partie de votre programme aussi? On ne va pas aller jusque-là. On ne va pas aller jusque-là. Oui, puisqu'il a parlé, plus on devient nombreux, plus on dégrade. Oui. En réalité, c'est cela. Justement. En fait, je pense que là, actuellement,
Peut-être, qui sait, peut-être que le gouvernement pourra penser à ça. Nous, on ne parle pas de ça. Mais je pense que l'idée ici, c'est de pouvoir trouver des alternatives à ces ressources-là qu'on utilise et qui s'épuisent. Que ce soit l'eau, que ce soit les ressources naturelles qui s'épuisent. On est nombreux, d'accord. Maintenant, puisqu'on est nombreux, on sait qu'on utilise beaucoup plus. Et on va continuer par augmenter, le nombre va continuer par augmenter. Il faut trouver des alternatives qui sont renouvelables, justement. Donc, c'est pour ça là qu'on parle du concept d'énergie renouvelable. Parlons de construction. Plus on est nombreux, plus on veut construire. Aujourd'hui, tout Togolais veut avoir sa propre maison. Est-ce que c'est mauvais? C'est bien, mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'en fait, justement, plus on occupe le sol, on va se rendre compte qu'il y aura des problèmes au niveau de la gestion du sol. Lorsqu'on parle de pollution, il y a aussi la pollution du sol. Et lorsqu'on construit tellement beaucoup, ça veut dire qu'on déboise. Et donc, on construit. Et à un moment donné, on va voir qu'il y aura problème d'imperméabilité au niveau du sol. C'est-à-dire l'eau ne va plus descendre dans le sol. Et pourtant, on a besoin d'eau dans le sol pour que le sol puisse remplir certaines de ses fonctions en réalité. Mais justement, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, l'alternative qu'on trouve à ça, peut-être, c'est souvent de dire, au lieu de partir sur des programmes qui permettent de construire en horizontal, mais de partir beaucoup plus sur la verticale. Mais ça, c'est-à-dire faire des immeubles. Des grands édifices. Exactement. Mais ça, normalement... C'est mieux pour l'environnement. C'est mieux pour l'environnement. Mais ça, normalement, il aurait été bien qu'il puisse y avoir un plan d'aménagement qui dit, par exemple, pour cette optique-là, dans cette zone-là, on construit en hauteur. On ne va pas construire plus de 5 mètres carrés, bien 100 mètres carrés au sol. Il faudrait que ce soit, peut-être 50 mètres carrés au sol, et puis on continue. Mais c'est des politiques qui n'existent pas. Il n'y a pas de loi qui dit que non, en fait, on ne doit pas construire comme ça. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne doit pas faire ci. Il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne peut pas avoir plus de 2 maisons par exemple. Il n'y a pas de loi. Moi, j'ai 1 hectare. Je veux construire sur les 1 hectare. Et puis, je trouve qu'il y a trop de végétation. Je rase tout, je construis ce que je veux. Et je mets un petit jardin de foot là-bas, inutilisable même, et tout. Voilà. Or, c'est plus de 2 hectares qui sont partis. Exactement. Et il n'y a aucune loi qui m'interdise de faire ça. Donc, j'ai le droit de le faire. C'est pour ça qu'en fait, si vous intégrez les architectes, on devrait vous dire que voilà. Ça revient, hein? Les architectes, ça revient. Oui. Ça revient. Alors, nous allons évoluer par rapport justement à nos préoccupations. Alors, quel rôle jouent les infrastructures, peut-être vous l'avez déjà dit, oui, on l'a dit d'une manière. Les infrastructures vertes, dans justement la protection, si on peut le dire, de l'environnement. Oui, les infrastructures vertes jouent des rôles très prépondérants dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre les changements climatiques. Au moment où ces infrastructures ont été bien définies à la base, bien structurées, ont été bien construites. Par exemple, quand nous prenons d'abord, les parcs aménagés. On va revenir, c'est quoi une infrastructure verte? Une infrastructure verte, c'est une infrastructure qui respecte en fait les normes environnementales du développement. C'est-à-dire? Oui, ou comme elle a dit, une grande infrastructure, par exemple, où il y a la nature, il y a les énergies renouvelables peut-être, il y a tout autour des espaces verts et les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux écologiques ou durables, ainsi de suite. Vous voyez, ce sont des infrastructures durables. Ça, elles sont très importantes dans la lutte contre les changements climatiques. Par exemple, quand nous prenons l'exemple des parcs aérés, ces parcs-là sont très essentiels pour la nature parce que autour, il y aura des arbres qui seront plantés. Ces arbres-là vont absorber le carbone, qui vont essayer de tempérer, ainsi de suite. Donc, ils jouent des rôles très, très, très importants dans le développement. D'accord. Et vous avez évoqué justement les bâtiments qu'il faut adapter par rapport à l'urbanisation. Ça aussi, ce sont des... Justement. En fait, on ne construit pas comme on veut, qu'on soit d'accord. Il y a des règles à respecter en matière de construction et surtout dans cette ère où on parle de changement climatique, développement durable. Mais ça, tout le monde ne le sait pas. Donc, il faut contacter ou il faut travailler avec des experts. Ça, c'est très important. Et si vous ne voulez pas forcément travailler, au moins renseignez-vous sur ce qui doit être fait parce que c'est vous qui vivez dedans. En fait, si un bâtiment est mal conçu, ne respecte pas certaines normes, le seul perdant, c'est l'homme, c'est l'occupant. Qu'on soit d'accord. Le bâtiment en lui-même,
il vit, il respire. C'est vrai qu'il aura peut-être quelques petits problèmes, mais tous ces problèmes-là vont se répercuter sur vous. Sur l'homme. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on construit et à comment on construit. Et celui qui construit... Je m'en vais là vous donner un petit exemple terre à terre qui est juste à côté de vous, mais que vous ignorez. Quand nous prenons les zones de l'Egbasito, en allant vers Sobosito. J'ai cru que vous voulez donner l'exemple de notre studio. Non. L'exemple de l'Egbasito en allant. Quand vous descendez vers les bas-fonds, au lieu de cela, 10 ans, 15 ans, personne n'entendait parler de cette zone, ni que ça soit une zone inondable. Mais aujourd'hui, quand il pleut, mais toute la zone est presque inondée. Il y a des endroits qui sont inondés. Alors que dans le temps, il n'y avait pas d'inondation. Il n'y avait pas d'inondation parce que personne ne vivait aux alentours. Il n'y avait pas de constructions anarchiques. Mais dès que la démographie évoluait, tout le monde construisait comme il voulait, comme il le veut, d'une façon anarchique, sans études approfondies, sans le respect de l'environnement. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a certaines zones qui sont carrément inondées dans ces milieux-là. Le problème, c'est l'homme. La solution aussi, ça doit être l'homme. Forcément, parce qu'en réalité, ces zones-là ne sont pas forcément inhabitables. Parce qu'il y a des manières de construire en zone inondée. Et ça, ce sont des techniques que les experts connaissent. Mais toi qui ne sais pas, tu construis comme ça, forcément tu vas souffrir. Mais actuellement, si tu vois un expert, il te dira, cette zone, j'ai fait des études techniques et géologiques qui me disent que cette zone, elle est inondable, ou bien cette zone, ce sol est comme ci, comme ça. Par rapport à ça, il faut utiliser cette technique de construction. Et donc, par rapport à ça, il faut peut-être faire des pilotis, par exemple, comme ça. Si l'eau vient, ça passe en dessous et toi, tu es sain. Donc, c'est des choses comme ça que vous ne savez pas, mais que les experts savent. Et donc, pour ça, il faut faire appel aux experts. Il ne faut pas vouloir construire seul. On ne construit pas comme Peut-être on veut. Sans oublier, bien sûr, je disais, l'étude d'une politique approfondie. C'est-à-dire, il faut une rigueur dans le respect de ces politiques-là. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vient, elle a dit, avant de construire, vous vous levez, vous dites que vous avez les moyens, vous vous levez, vous construisez sans une étude d'impact. Vous avez les moyens ou bien vous vous dites que vous avez les moyens? Vous avez les moyens? Oui, vous avez les moyens, vous dites que vous avez les moyens, c'est la même chose. Et puis, vous construisez sans une étude d'impact, même dans l'étude d'impact, il n'y a pas une rigueur. C'est bâclé comme ça. Mais nos villes vont toujours en souffrir. Même vous qui n'avez pas de moyens, par exemple, vous n'allez pas souffrir. Mais quand vous construisez et que vous empêchez l'eau, par exemple, de drainer pour aller vers la rivière ou les lacs, les autres qui sont à côté, ils vont souffrir. La faute aujourd'hui est à qui? Par rapport à tout ce qui a été dit. Parce que oui, vous êtes dans un état, vous avez de l'argent, d'accord, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller construire sur la nationale numéro 1. D'accord? Oui. Parce que peut-être l'État ne va pas vous le permettre. Maintenant que vous construisez de façon anarchique, mais si votre terrain, n'est-ce pas? Et qu'on ne vous dit rien, la faute est à qui? Est-ce que vous voulez vraiment que je réponde? Vous orientez la question. Oui, c'est ça, je me demande. Est-ce que vous voulez vraiment que je réponde? La question est bien ciblée. Je pense qu'en réalité, la faute, elle est partagée. Elle est partagée. Parce que pour que cela puisse marcher, pour que les politiques puissent avancer, il faut vraiment une volonté politique, on ne va pas se mentir. Mais aussi, il faut une volonté collective de la population. Parce que si les lois, les règlements, c'est pas encore fait. Si par exemple l'État décide aujourd'hui de faire les choses dans les règles, il sort les règlements, il sort les plans d'urbanisation, il sort tout ce qu'il faut pour être fait. Maintenant, vous de votre côté, vous ne respectez pas. Ça c'est un. Peut-être qu'il y aura la censure. Parce que, qu'on soit d'accord, il y a certaines règles qui sont là, mais auxquelles on n'obéit pas parce qu'on sait tout simplement qu'on ne sera pas sanctionné. Mais non, il y a la censure, oui. Mais malgré tout, certaines personnes peuvent commencer par le faire. Parce qu'ils savent que, par exemple, ils vont juste payer une amende. Ils ont l'argent pour payer l'amende. Je ne sais pas si vous voyez. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'en fait, si maintenant, les règles sont là et que malgré tout, vous continuez par avoir des comportements qui sont nocifs à l'environnement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que les règles sont là, mais vous continuez. On a bien construit les caniveaux, mais vous ne triez pas vos déchets. Vous continuez par les jeter partout. On vous dit que non, vous devez mettre des trucs, vous devez mettre la végétation dans votre maison. Vous ne faites pas parce que vous ne voulez pas. En fait, c'est ça. Aussi, l'autre chose, c'est qu'il faut dire que lorsqu'on fait des politiques, généralement, il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne tient pas compte des avis, des remarques, des suggestions de la population. Je pense qu'en fait, ce genre de choses, c'est des choses où il faut forcément qu'il y ait une étude sociologique. Parce que les approches de solutions qu'on va
trouver au niveau des traités internationaux qu'on va tirer là-bas, lorsqu'on va les ramener ici au pays, ça ne va pas s'appliquer de la même manière. Il faudra forcément... Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes réalités en fait. Exactement. Et là, tant qu'on ne va pas vers la population pour leur demander par rapport à ça, il y a cette solution, mais vu que c'est comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Et qu'ensemble, on décide ensemble, ça ne va pas marcher. Donc, il faudrait une volonté politique et il faudrait aussi une volonté auprès des populations. Lorsque le gouvernement fait un pas vers vous, il faut que vous soyez réceptifs et que vous vous donniez votre avis et votre consentement pour que les choses puissent avancer. Donc, c'est important de le souligner. Les villes, face au changement climatique, comment les zones urbaines peuvent-elles s'adapter? Voilà la thématique. Alors, quel est l'impact des transports en ville sur le climat et comment les rendre plus durables? Les transports. En fait, la toute première pollution urbaine, c'est le transport. Parce que c'est là où il y a une concentration démographique, mais les gens ont besoin de se déplacer, les gens ont besoin d'occuper à leurs besoins quotidiens. Maintenant, le transport, vous-même, vous l'avez dit, on a besoin de vaguer à nos occupations respectives. On va faire comment pour aller au boulot? Donc, il y a ce qu'on nous appelons souvent les gaz carbone, qui sont très nocifs pour l'atmosphère. En fait, c'est l'émission de ces CO2-là qui se concentrent dans l'atmosphère qui empêche maintenant la couche d'ozone de fonctionner naturellement ou normalement. Ouais. Donc, ce sont ces gaz-là, je l'ai dit au début, c'est ces deux gaz principaux qui sont le CO2 et puis le méthane. Donc, le transport... Il faut donc les supprimer? Non, il ne faut pas les supprimer, mais il faut aller vers une solution un peu plus adaptée. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la mobilité verte. Donc, on utilise plus les véhicules électriques. Les vélos. Les motos électriques. Voilà. Et maintenant, le transport commun. Parce que le transport commun, c'est pertinent cela. Oui, le transport commun. Parce que j'ai manqué de relancer Edwige quand elle disait que tout le monde veut avoir sa maison. Oui, bien sûr. Donc, il faut que les gens aient des maisons communes, c'est ça? Que les gens se mettent ensemble pour construire. Vous savez que le concept de maison en hauteur, on parle plutôt sur des appartements. Donc, ce sont des immeubles collectifs. Les donc, édifices. C'est-à-dire, vous êtes au premier niveau, oui. Moi, et puis l'autre est au deuxième niveau. Ce n'est pas que bon, c'est ma maison. C'est ça. Non, vous êtes au premier niveau, l'autre est au deuxième niveau. Maintenant, il y a certains pays qui l'ont compris, ils ont commencé par l'adapter petit à petit. Par exemple, au Ghana, quand vous avez votre propriété, vous pouvez bailler la hauteur pour que l'autre aussi puisse construire. Vous vendez ou vous baillez? Les deux, vous avez le choix. Quand vous baillez, ça c'est toujours pour vous. Hein? C'est toujours pour vous, voilà. mais parce que ici, avec des les gens baillent aussi. Maintenant, ailleurs, quand vous allez en Occident, c'est que voilà, des gens ont des appartements. Et ils vous êtes au premier niveau, je suis au deuxième niveau, il est au troisième niveau. C'est pour toi, c'est pour lui. Oui, voilà. Ce sont ces politiques qui nous ont manqué ici tout au début. Parce que bon, nous, on ignorait en quelque sorte les grandes conséquences de ces impacts-là, parce que nous ne sommes pas les grands pollueurs. On n'a jamais imaginé que l'Afrique pouvait souffrir aujourd'hui. Quand vous parlez des transports en commun, c'est-à-dire nous habitons tous les Bassitons, vous Pierre, elle Edwige, moi Latif, qu'on achète une voiture ensemble, qu'on va au boulot avec le même véhicule ou comment? Puisque vous parlez des transports en commun. Bon, peut-être qu'on abandonne nos... Peut-être vous avez votre moto, mais bon, vous l'abandonnez et puis vous prenez des immigrants. Au moins, il y a une moto de moins. Oui, bon, c'est pas de l'abandon. Oui, mais en vrai, qu'on soit d'accord, hein, les immigrants, généralement, je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi, j'ai l'impression que les immigrants polluent même plus que les motos. Oui, parce qu'ils se déplacent. Ils font plus énormément de courses aujourd'hui que... Ça veut dire qu'en fait, Latif, vous avez une voiture. Moi, j'ai une moto. Pierre a une moto, par exemple. Donc, vous décidez de nous emmener. Peut-être que si vous voulez, on vous paie un tarif, on se négocie un tarif. Donc, vous nous emmenez chaque matin sur la route, vous nous déposez, vous continuez. Et on se convient peut-être d'un tarif, ou bien peut-être c'est nous qui payons l'essence quelquefois.
vous payez l'essence l'autre fois. Et le Ou soir, tout simplement, le soir, je reviens, vous cherchez, et je on vous part. Ou dépose. tout simplement, vous êtes gentil, vous décidez de le faire gratuitement. On va faire le contraire. Hein. Voilà. Vous imaginez Vous prenez et quand puis nous prenons, me cherchez, quand nous voilà. prenons l'exemple, Ouais. quand vous arrivez au niveau des feux rouges, vous voyez comment il fait chaud. C'est cette chaleur-là qui est dégagée quand on fait des kilométrages, c'est-à-dire sur des longues distances, sauf que c'est invisible. Au feu rouge, peut-être il y a des gaz échappatoires où c'est visible et on voit. Quand nous prenons un bus de Sotral, 60 places, vous imaginez si chaque personne devait prendre son véhicule de 60 places pour se déplacer et aller dans ses occupations personnelles. Vous imaginez comment ça va être dans nos villes? Vous voyez? Donc, c'est cela qui amène les politiques à reformuler une solution adaptative à disant et puis, il faut dire que nos voitures sont les plus grands pollueurs parce qu'en réalité, Togolais, est-ce que Togolais réellement, la plupart des Togolais moyens achètent des voitures pour aller à la maison? Attends, c'est des voitures de seconde main. Oui. Donc, des voitures de seconde main, c'est-à-dire que c'est déjà dans un état critique avant d'arriver. Et donc, plus... La voiture même respire pollution. Avant d'arriver. Donc, toi-même, tu vas... Donc, c'est encore pire. Si chacun avait l'argent, on achetait au moins les nouvelles voitures. Peut-être qu'au début, ça allait être intéressant un peu avant. Mais seconde main, tu arrives, c'est déjà pollution. Toi aussi, tu vas apporter ça, tu vas conduire ça. C'est encore pire. Donc, en fait, c'est des solutions. Il parlait de mobilité verte, mobilité douce. C'est des alternatives. D'accord. C'est vrai que ce n'est pas encore à la portée de D'accord. tous. Alors aujourd'hui, on va évoluer parce que le temps qui est... Comment aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des exemples des villes qui sont aujourd'hui des modèles par rapport à l'adaptation, par rapport au changement climatique? Est-ce qu'il y a quand même des villes en Afrique, dans le monde, qui ont réussi quand même à avoir un modèle qui sont des exemples aujourd'hui? Oui, il y en a en Afrique. Moi, en 2022, j'étais au Rwanda. J'étais au Rwanda en 2022, mais j'étais tout ébahi. Si c'est une ville tellement organisée, si tout est programmé, la population est éduquée, les transports en commun sont organisés. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont les moyens, mais ils ont compris. Par exemple, quelque chose, on appelle quelque chose là-bas ville morte. Les dimanches, de 5h à 11h, mais il n'y a plus d'activité. Ce n'est que les voitures prioritaires, c'est-à-dire les ambulances et puis les cortèges présidentiels qui ont habilité à circuler. Les autres, c'est ville morte. Et puis vous sortez, vous faites les travaux manuels, vous arrangez la ville, tout est propre. Et puis, ils ont aussi défini déjà à la base une politique de recyclage des déchets. Déjà, même dans ce pays, les sachets biodégradables n'y rentrent pas. Il n'y a pas une pollution urbaine comme ça visible. Il y a une politique d'assainissement approfondie. Il y a des villes, il y a des modèles. Quand nous prenons l'exemple de Singapour, au lieu de cela, 50 à Singapour, le Togo était mieux que Singapour. On le sait très bien. Donc, je peux dire que tout dépend de l'homme, tout ne dépend pas aussi de l'homme. Parce qu'il faut une éducation corsée et bien définie et bien structurée pour pouvoir atteindre ces résultats-là, pour pouvoir arriver à ce niveau-là. D'accord. Vous avez donné l'exemple du Rwanda. Donc moi, je trouve deux exemples au niveau du monde. En Afrique, je prends le cas du Rwanda. Et en Occident, je prends le cas de Singapour. Une très belle ville. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des mécanismes pour que Lomé puisse aussi devienne aussi peut-être un exemple d'être vécu? En tout cas, il y a des efforts qui sont faits, on ne va pas se mentir. Déjà, il y a la politique de reboisement du gouvernement qui est lancée depuis quelques années. Le 1er juin? Non, pas cette politique-là. La politique, c'est 1 milliard d'arbres d'ici 2030. À l'horizon 2030. Voilà. La politique, ça dit, c'est le programme quinquennal et décennal. La politique décennale, c'est d'arriver à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Et quinquennal, c'est l'expansion du couvert forestier à 26% d'ici mai 2025. Pour le moment, on est encore en route. Mai 2025, voilà. Ça a été lancé en 2020. En 2020-2021, oui. Donc ça, par exemple, c'est une bonne approche. Mais on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de problèmes dans cette approche-là. Parce que tout le monde veut planter des arbres, mais qui sait quoi planter ou planter? Personne ne sait quoi planter ou planter. Donc, moi je me dis toujours, lorsqu'on parle de reboisement, c'est bien. Mais est-ce qu'en aval, il y a cet aspect d'entretien? Est-ce que les plantes sont entretenues? Ça fait des années qu'on plante. Est-ce qu'en réalité, ces plantes-là sont devenues quelque chose? Il y a même des gens qui ont choisi les mêmes espaces chaque 1er juin
Exactement. Pour planter. Et Donc, chaque année, on revient planter là-bas. encore. Et on Voilà. ne voit Il y a un problème. Hein? Justement, il y a un problème à la base. On ne plante pas ce qu'on veut, où on veut. Il y a des plantes spécifiques pour certaines régions, il y a des plantes spécifiques pour certains lieux. Et ça, ce sont des études qu'il faut faire en amont. Et ça, ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on ne connaît pas. Donc, c'est peut-être le gouvernement qui met en place des experts qui font des études pour nous et nous disent, bon, vous savez, après avoir fait une cartographie de Lomé, voilà les espèces qu'on peut planter dans telle zone. Peut-être A, D, oui, ce sont cette espèce-là qu'il faut planter pour que ça puisse marcher. Et il faut l'arroser comme ci, comme ça, pour que ça puisse marcher. A avait dit, cette espèce-ci qu'il faut planter. Et comme ça nous permet d'avancer. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'on avance, mais on fait du surplace en réalité. Donc, c'est bien, mais il faut améliorer cela pour que ça puisse avoir plus d'impact. En fait. C'est important de le souligner. Alors, oui, oui, pour enrichir ce qu'elle vient de dire, depuis 2020 a été lancé ce plan. Derrière ce plan, il y a beaucoup aussi d'autres programmes. Il y a le plan national d'adaptation au changement climatique. Il y a plusieurs programmes et projets derrière. Donc, il y a aussi en juin 2022, le programme de la lutte contre les déchets plastiques non biodégradables qui a été une table ronde qui a été organisée pour rassembler tous les acteurs. Il y a le programme de la création des centrales photovoltaïque, de Blita, celui de Sokoré qui sera lancé bientôt, qui est bien sûr le plus grand central de la sous-région. Et il y a plein de programmes. Il y a le programme de la mobilité verte qui a eu la naissance de Spiro, et aussi un programme gouvernemental bientôt où on aura dans nos fonctions publiques les véhicules électriques. Tout ça là, c'est en cours. Comme elle a dit, il y a du surplace. Il y a du surplace parce que de un, la population n'est pas concernée. On vient avec les programmes, on dépose, on continue, on commence et puis on fait quelque chose. On dépose comment? On dépose sur table, on dit oui, c'est faisable, on peut le faire. Puis on continue. Ça, vraiment, oui, sans tenir compte des réalités, ça, un avis approfondi de ces populations-là, sans des propositions concrètes, c'est-à-dire, on ne peut pas venir défendre à une communauté qui vit de cette terre, de ne plus couper, c'est-à-dire, quand je dis vivre de cette terre, ils font de l'agriculture intensive, vous ne l'avez pas éduqué ni adapté à une autre méthodologie. Vous venez, vous leur dites non, ne coupez plus parce qu'on veut planter 1 milliard d'arbres à l'horizon. Mais ils vont manger quoi? C'est ça aussi la réalité. On a encore une petite minute, mais je voudrais vous poser cette question, si on peut la répondre rapidement. Alors, l'innovation technologique peut-elle accélérer l'adaptation justement des villes au changement climatique? Oui. Absolument. Aujourd'hui, on parle de smart cities. Je ne sais pas si vous entendez parler. Ce sont des villes intelligentes qui intègrent beaucoup de choses, de la technologie, que ce soit au niveau de la gestion des ménages en eux-mêmes, c'est-à-dire la gestion de la ventilation à l'intérieur, la gestion de l'aération à l'intérieur, la gestion des déchets. Plein de choses. C'est la même technologie aussi qui nous permet aussi quelque part d'avoir nos voitures, motos électriques et tout ce qui va avec. Donc, je pense que oui, la technologie, c'est vraiment une aubaine pour nous. Plus elle se développe, plus on a des solutions adaptées qui seront peut-être très coûteuses, mais quand même qui vont nous aider à avancer dans ce combat. Mais bien sûr, sans l'innovation technologique aujourd'hui, on ne peut pas lutter durablement contre les changements climatiques. Toutes nos approches de solutions seront limitatives. Quand nous prenons aujourd'hui des smart cities, comme elles viennent de le dire, quand on va, par exemple, à Riyad actuellement, on a développé toute une ville où c'est la technologie, c'est la haute technologie, les arbres qui poussent à partir de la technologie, des grands édifices qui se construisent à partir de la technologie. C'est vraiment important aujourd'hui d'intégrer l'innovation technologique. Par exemple, quand on prend des énergies renouvelables, les énergies éoliennes, tout ça là est à base de la technologie. Donc ce n'est que une partie remise, mais la technologie ou bien l'innovation technologique est très primordiale aujourd'hui pour lutter durablement contre les changements climatiques dans nos villes. Oui. On n'a pas vu le temps passer, on va en rester là, on aura forcément le temps de nous retrouver pour justement d'autres échanges liés forcément à cette thématique, les villes face au changement climatique, comment les zones urbaines peuvent-elles s'adapter. Merci à vous, Monsieur Pierre Tété Nomo. Je rappelle que vous êtes le promoteur du projet ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte. Non, c'est plutôt Planète Vert. Planète verte. C'est verte. Oui, planète verte. Planète verte. Ambassadrice de l'environnement, Vision Planète verte. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à Madame
Blinani, je préfère ne pas prononcer Ne le le prénom. prononcez pas Voilà, du tout. Blinani Edwige. Merci. Je rappelle que vous êtes architecte de AE. DIAEI. Voilà, et masterante en développement durable au niveau de l'IFOD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Je suis Latif Yoroma. On se prend forcément rendez-vous le mardi prochain pour une autre thématique dans notre émission, votre émission plurielle. Bye bye.